Europe 1, 7h43. Europe 1, les lundis de la primaire. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. Je veux parler au nom du peuple de France. L'identité heureuse, l'identité retrouvée de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Je vois bien le duel annoncé. La primaire est une chance. Les lundis de la primaire, épisode 2, avec ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Que pensez-vous vraiment? Que voulez-vous pour la France demain? C'est vrai qu'on entend moins votre programme peut-être que celui des autres. On va d'abord parler économie, questions de société, lutte contre le terrorisme. Puis ce sera la politique face à Jean-Pierre Elkabbach à partir de 8h10. Enfin, vous pourrez, vous, interroger la candidate en direct à partir de 8h30. Ça se passe au 3921 sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag E1NKM. On terminera bien sûr avec Nicolas Canteloup. Nathalie Kosciusko-Morizet, une question d'actualité pour commencer. Le pape a accusé cette nuit l'école française d'enseigner la théorie du genre aux enfants. Est-ce qu'il met le point sur un vrai problème ou est-ce qu'il dit n'importe quoi? Vous êtes politique, vous êtes aussi mère de famille, vous avez le nez dans les livres scolaires. Je crois qu'il est allé un peu vite en besogne. D'après ce que je vois, c'est sur la foi d'une anecdote rapportée par un père de famille qui lui dit « Ah, mon fils a déclaré qu'il voulait devenir une fille ». Bon, moi, les manuels scolaires, comme vous le dites, je les regarde de près. J'ai deux petits garçons qui ont 11 ans et 7 ans. Les débats, les polémiques sur la théorie du genre, il y a déjà eu. Donc, je les ai regardés de doublement près et j'ai jamais rien qui vous choque? J'ai jamais trouvé rien qui ressemble à la théorie du genre. Et on m'a jamais rien rapporté dans l'entourage à l'école qui puisse être... Donc là, j'ai l'impression qu'il est allé un peu vite. Il est allé un peu vite, le pape François, cette nuit. 98% des Hongrois qui sont allés voter en Hongrie ont dit oui au référendum anti-migrants organisé par leur gouvernement. Alors certes, la participation est légèrement insuffisante pour que ce plébiscite soit validé. N'empêche, Nathalie Kosciusko-Morizet, ça dit bien le rejet que cette question des migrants provoque dans une partie de l'opinion publique. Vous, présidente, qu'est-ce que vous faites des réfugiés? Alors d'abord, en Hongrie, on a un pouvoir qui a énormément chauffé aussi sa base sur ce sujet. Donc il faut voir qu'on récolte ce qu'on a semé. Il reste un problème qui est qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique migratoire en Europe. Et on ne pourra pas trouver de solution au problème des migrants sans politique migratoire en Europe. On n'en trouvera pas d'ailleurs en disant juste qu'on va fermer les frontières en France, comme le disent certains candidats. Ça suffit pas. Donc on a besoin, c'est la prochaine grande frontière européenne, le prochain grand sujet en Europe, c'est la création d'une politique migratoire commune. Il y a eu une époque où l'Europe était ambitieuse, où on savait créer des grandes politiques communes, comme sur la politique agricole. Faut se souvenir, à l'époque, l'agriculture, c'était une part très importante de la richesse nationale. C'était des systèmes agraires très différents dans tous les pays européens. Donc il faut une et politique on a quand même migratoire commune, de la même manière qu'il existe une politique agricole commune aujourd'hui. Ah oui. Et je pense, mais vous et je faites quoi pense avec les réfugiés? Vous ouvrez les frontières? On les accueille tous ceux qui veulent venir? Et moi, les principes que je proposerais, c'est d'abord le respect du droit d'asile. Il faut dire où sont nos valeurs. On parle beaucoup d'identité ces derniers temps, mais le respect du droit d'asile, ça fait partie de l'identité française. Et le droit d'asile, il est inconditionnel. Quand quelqu'un fuit la guerre, il doit être, quand quelqu'un est en situation de risque dans son pays, il doit être accueilli en France. Ça, ce sont des réfugiés. Le problème, c'est qu'il y a une confusion aujourd'hui à l'intérieur du grand tout migrant entre les réfugiés et les autres. Et la confusion est notamment liée au fait que, on sait, les gens savent que quand on est accepté au titre du droit d'asile, évidemment, on a le droit de rester, mais 80% des demandes sont refusées. Et ceux-là ne sont pas déboutés. Et donc le corollaire du respect du droit d'asile, c'est d'être vraiment ferme sur la reconduction aux frontières. C'est-à-dire qu'on est plus ferme avec l'immigration légale, comme on dit, et en revanche pour le droit d'asile... En fait, aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique... C'est une grande confusion, surtout. Mais oui, il n'y a pas de politique européenne de l'immigration, et il n'y a pas vraiment de politique nationale claire. C'est-à-dire, comme on n'est pas strict sur le fait de ramener aux frontières ceux qui ont été déboutés, eh bien on attend très longtemps, les délais durent, finalement tout le monde reste plus ou moins. Donc, il faut voir les chiffres, vous savez. Aux demandes d'asile, et pour ce qui est de l'immigration, on applique des règles fermes. Il faut voir les chiffres. Aujourd'hui, sur les demandes d'asile, 80% sont déboutés. Et parmi ceux qui sont déboutés, seulement 5% sont raccompagnés aux frontières. Moi, je pense que les Français sont généreux. On a une capacité d'intégration, mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on sache où sont les limites. Il faut qu'on sache où ça s'arrête. Et une des raisons pour lesquelles il y a du rejet aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas les limites, ni au niveau européen, parce qu'il n'y a pas de politique migratoire, ni au niveau national, parce que les reconductions à la frontière ne sont presque pas, quasiment pas, dans leur grande majorité, ne sont pas respectées. Dans le climat général et actuel, Nathalie
Nathalie pouvoir être généreux, il Kosciusko-Morizet. faut savoir où ça s'arrête, en gros, si vous voulez, pour être clair. Pour pouvoir être généreux, pour pouvoir intégrer, il faut savoir où on va. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on va avec ce gouvernement Et sur ce aujourd'hui, sujet. beaucoup associent migrants et menaces terroristes. Ce qui est sûr, c'est que les Français vivent avec la peur du terrorisme. Est-ce que vous, concrètement, vous mettez systématiquement les fichiers S les plus dangereux dans des centres de rétention ? Ah, certainement pas sans passer par le juge. Je pense que c'est une pente qui est extrêmement glissante. Et d'ailleurs, Qui est celle prise par Nicolas Sarkozy, mais pour oui, le mais coup. ça appelle des questions, parce que quand on vous dit mais on va mettre tous les fichiers S en centre de rétention, bon, sur quelle base juridique, c'est pas très clair. Et puis combien de temps ? Vous les libérez quand ? Ça s'arrête quand ? Parce que s'il n'y a pas à l'origine de jugement, s'il n'y a pas de décision, s'il n'y a pas de durée, ça s'arrête quand ? C'est une espèce de... C'est une mesure qui vous fait c'est peur, pas une vous, ça ? politique, c'est une fuite en avant. C'est quelque chose qui est sans fin. Moi, je crois beaucoup plus à ce que je propose, qui sera débattu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, qui est de s'attaquer aux racines du mal. Vous voulez Les racines pénaliser du la mal, prédication subversive. On Vous a, avez fait on a déposé une une proposition de loi. idéologie qui s'étend dans nos banlieues, qui est le salafisme et un certain nombre de pratiques et d'idéologies qui y sont associées. Alors, On ne peut pas interdire un courant de pensée non plus. Attendez, ça ne conduit pas forcément tout le monde au terrorisme. En revanche, tous les terroristes, à un moment ou à un autre, sont passés par là. C'est-à-dire, ça sert de terreau à une radicalisation qui, dans certains cas, peut devenir violente. Et je pense que si on s'occupe seulement, soit complètement de l'aval, des fichiers S, soit des manifestations sporadiques, parfois des provocations liées à cette idéologie, comme le burkini, on courra toujours après le problème. On court après les manifestations du problème. Mais il faut s'attaquer à la racine du mal. Et la racine du mal, c'est cette idéologie qui se développe dans nos banlieues. Et donc moi, je propose la mise hors la loi de cette idéologie. Vous me direz, on ne peut pas mettre hors la loi un courant de pensée. Oui, mais c'est pour ça qu'on a travaillé avec des juristes pour le qualifier, pour trouver une qualification juridique qui permette que ce soit possible. Et donc je propose de pénaliser, d'interdire la prédication subversive, c'est-à-dire toute idéologie qui tend à faire prévaloir l'interprétation d'un texte religieux sur les lois fondamentales de la République. Ça, vous le mettez dans le code pénal. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a une zone grise. Aujourd'hui, il faut attendre que les gens fassent un appel au meurtre ou un appel au terrorisme pour pouvoir les poursuivre. Aujourd'hui, cette espèce de zone grise dans laquelle on vous dit que la femme, c'est pas aussi bien que l'homme, que c'est pas exactement pareil, que c'est... Vous pouvez pas aujourd'hui la qualifier, et donc vous pouvez pas véritablement interdire cette prédication-là. Mais cette prédication-là, elle installe un climat de pensée, elle installe des idées, elle mine en fait le pays. Nathalie Kosciusko-Morizet, on va imaginer que vous poussez les portes de l'Élysée dans 7 mois. 3 questions très concrètes avec, s'il vous plaît, des réponses courtes et directes. NKM présidente, rétablit-elle le service militaire ? Je mets en place un service national court. J'aime pas le mot rétablir. Pour tout le monde, filles et garçons ? Oui, pour tout le monde. J'aime pas le mot rétablir parce qu'on a l'impression qu'on revient 20 ans en arrière, et en l'occurrence, je ferai pas quelque chose sur le modèle. C'est combien de temps ? Je pense qu'il faut faire quelque chose de 3 mois. 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Ça fonctionnerait comme une préparation, en quelque sorte, à la réserve opérationnelle. Aujourd'hui, on appelle les jeunes à aller dans la réserve opérationnelle, mais il y en a plein qui n'ont aucun contact avec l'armée. En 3 mois, on a le temps de... C'est une porte d'entrée. Oui, et puis on a le temps de faire un vrai exercice de cohésion, en quelque sorte, d'apprendre les gestes qui défendent, d'apprendre les gestes qui sauvent, d'apprendre un peu les bases, en quelque sorte. NKM présidente maintient-elle le programme de construction de places de prison qui a été dévoilé par le gouvernement il y a quelques jours ? Oui, je pense qu'il faut même le renforcer. Enfin, c'est vraiment un sujet... On parle de 13 à 16 000 places. Mais c'est vraiment, il en faut 20 000 en fait. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel le gouvernement a fait la politique de l'essuie-glace, des allers-retours, parce qu'ils ont commencé par Christiane Taubira à dire que la prison n'était pas la solution et à chercher toutes les alternatives. Et puis après, en fin de mandat, ils nous disent finalement il y a une urgence, c'est de construire des places de prison. Moi, j'utilise souvent le droit de visite parlementaire. Ça m'est arrivé plusieurs fois pour aller en prison. Qui vous permet d'aller en prison, voilà, notamment dans les centres de déradicalisation. Je suis allée à Fresnes à plusieurs reprises sur ce sujet, voir comment ça se passait. Je suis convaincue qu'on ne peut pas faire un travail sérieux si on continue à avoir la surpopulation qu'on a. Bon, réponse rapide s'il vous plaît. NKM présidente, est-ce que vous poussez EDF à se lancer dans le défi que certains trouvent ruineux, voire mortel, d'Hinkley Point ? Est-ce que vous serez la présidente du nucléaire ? Je ne serai pas la présidente du nucléaire. Je serai la présidente du développement des alternatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir du nucléaire en France. Le nucléaire, on l'a
c'est une proportion très Mais Hinkley importante Point pour EDF, c'est de une bonne notre idée. production d'électricité. Hinkley Point, on n'a pas forcément toutes les données là comme ça pour en parler, hein. On n'a pas vu tous les détails du dossier, mais s'il y a des risques financiers très considérables derrière, comme on a l'air de le dire, j'y regarderai à 2 fois. Donc c'est pas Parce sûr. qu'on a des urgences. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas ce qu'a fait ce gouvernement qui a été d'être très très pusillanime sur l'autoconsommation, probablement sous la pression d'EDF et de RDF. Moi, je pense qu'une des tendances de l'écologie, c'est le développement de l'autoconsommation. Vous avez envie de faire des gestes positifs en faveur de l'écologie. Vous avez envie de pouvoir être producteur de votre propre énergie renouvelable, si c'est possible techniquement chez vous, et peut-être de l'autoconsommer. Vous avez envie de ces circuits courts-là. Et je trouve que le gouvernement qui a sorti un décret sur ce sujet n'est pas allé du tout assez loin. On en reparlera avec les questions d'auditeurs parce qu'il y a déjà beaucoup de questions du fait sur, de la pression sur des l'environnement. gros opérateurs centralisés. C'est un peu le problème de la centralisation, qui a d'autres avantages, mais c'est le problème de la centralisation. On en vient, Nathalie Kosciusko-Morizet, à votre programme économique. Vous aussi, comme François Fillon ou Nicolas Sarkozy, vous voulez en finir une fois pour toutes avec les 35 heures. Vous aussi, comme Alain Juppé, vous souhaitez l'instauration d'un barème, autrement dit d'un plafond pour les indemnités prud'homales. Comme Nicolas Sarkozy, vous êtes pour le principe de la dégressivité des allocations chômage, même si ce n'est pas exactement sur la même formule. Et l'ISF, est-ce que vous le supprimez comme tous les autres candidats à la primaire, l'impôt sur la fortune ? Non. Mais je voudrais, si vous permettez, parce que là on est en train d'enchaîner toutes les questions, et moi je voudrais dire dans quel cadre On essaie général... de porter à la connaissance des auditeurs votre programme. Je comprends, mais voyez, pour moi un programme, c'est pas les 312 meilleures mesures ou les 1,4 kg de propositions. Un programme, c'est d'abord une vision. Et la vision que je veux partager avec les auditeurs aujourd'hui et avec les Français dans la primaire, c'est celle d'une nouvelle société qui est en train de bouillonner, qui est pleine d'initiatives, qui est pleine d'énergie, avec laquelle je veux partager l'ambition de construire une nouvelle France. La nouvelle société, c'est Jacques Chaban-Delmas, comme le rappelait d'ailleurs Yves Tréhard tout à l'heure à 6h30. Mais ça s'est passé, ça s'est passé à un moment où la société française a basculé vers plus de modernité. C'est votre inspiration Et aujourd'hui ? aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. La société française, elle est en train de changer complètement. Vous voyez, on change de monde, à travers l'histoire, on a changé de monde quand une technologie a rencontré des valeurs. C'est ce qui est en train de nous arriver. Le numérique rencontre des valeurs d'un nouveau mouvement d'émancipation, de quête de liberté, qui sont présents dans la société. Et le problème aujourd'hui, c'est que le politique est complètement à côté de ça. Moi, ce que je propose, c'est donc pas un programme, je vous dis, en 312 mesures. Ce que je propose, c'est quelques axes principaux, une douzaine de mesures. Il y a un axe important, c'est que vous ne croyez plus au salariat, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est pas que je crois plus au salariat, c'est que je pense que le fait majeur du monde du travail aujourd'hui, c'est l'émergence du travail indépendant. Il y a le pilier du salariat restera important pour longtemps. Aujourd'hui, ça représente 90% des travailleurs. Mais la tendance, vous voyez, il y a le stock et il y a le flux. La tendance, c'est l'émergence du travail indépendant. Et je pense que... Avec la précarité qui va avec ? Avec aujourd'hui la précarité qui va avec. Pourquoi ? Parce que notre système est absolument pas organisé pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes indépendant, c'est la galère. Vous commencez comme auto-entrepreneur, vous atteignez... On vous le souhaite, vite, le plafond du chiffre d'affaires. Vous passez en entreprise indépendante, vous passez votre temps à changer de statut. À chaque fois que vous changez de statut, vous perdez des droits. Vous perdez aussi énormément d'énergie à le faire et vous payez cher pour une protection sociale qui n'est pas satisfaisante. Notre système, il a été construit entièrement sur le salariat. Il prend absolument pas en compte le travail indépendant. Et je pense que c'est un problème. Votre modèle, c'est l'ubérisation en quelque sorte ? Il ne s'agit pas d'en faire un modèle. Il ne s'agit pas d'avoir un point de vue moral là-dessus. En politique, on fuit les vrais débats dans les points de vue moraux. Comme on ne commence pas à résoudre les problèmes, on se concentre sur la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. C'est absurde. C'est pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, l'ubérisation. C'est en train de se passer. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe pour le meilleur ? Il y a toute une génération. Donc il faut accompagner ce à quoi on ne peut pas échapper. Oui, il y a toute une génération pour laquelle le travail indépendant, ça va être sa réalité. Ça peut être sa chance. Ça peut être une malchance si on fait rien, mais ça va être sa réalité. Comment on fait pour que ce soit une chance ? Moi, je pense qu'en plus, en France, ça peut être une chance parce qu'on a beaucoup d'atouts pour pouvoir réussir là-dedans, pour pouvoir réussir dans cette nouvelle économie. Je peux dire un mot ? Allez-y, un mot mais plus loin. rapidement. Après, ça sera avec Jean-Pierre, ça approche. Dans les années 70-80, on a raté le tournant de la robotisation. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. On a voulu protéger nos cols bleus. On s'est dit la robotisation, ça va abîmer des emplois. Pour des mauvaises raisons. On avait des entreprises qui faisaient peu de profits, trop d'impôts, de plus en plus d'impôts. Elles n'avaient pas les moyens d'investir par rapport aux Allemands, par exemple. En tout cas, on a raté ce tournant-là. Et ben, ça a été un grand malheur pour les cols bleus. On a perdu en compétitivité, on a perdu en industrie, les cols bleus y ont perdu.
Aujourd'hui, la question, c'est les cols blancs. Tous les métiers, toutes les prestations intellectuelles répétitives, elles sont ubérisables. Est-ce qu'on refait la même bêtise qu'avec les cols bleus ? Est-ce qu'on continue, comme une grande part de la classe politique, à ne pas voir ce qui est en train de se passer ? Ou est-ce qu'on prend le sujet de face ? Moi, je propose qu'on le prenne de face, qu'on essaye d'en faire une chance. Et je prétends qu'en France, on a tous les atouts pour pouvoir en faire vraiment une chance. Ça va forcément faire réagir nos auditeurs au 39-21 qui pourront vous interroger tout à l'heure à partir de 8h30. Juste l'ISF, vous ne supprimez pas l'ISF, parce que vous êtes la seule. Je le transforme en obligation d'investissement. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que la droite promet à chaque fois de supprimer l'ISF, qu'elle le fait jamais. La seule fois où elle l'a fait, ça s'est pas bien passé. Et par ailleurs, je ne trouve pas anormal qu'il y ait sur les fortunes une demande d'efforts supplémentaires. En revanche, la façon dont l'ISF est fait aujourd'hui, elle est absurde, elle est néfaste d'ailleurs. Elle fait fuir les fortunes. Le taux de l'ISF, il a été calculé à une époque où les taux étaient très supérieurs à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les taux n'ont plus de sens. Bref, je le transforme en obligation d'investissement en faisant 2 exemples de choses. Je déplafonne l'ISF PME. Donc la possibilité d'investir dans des PME au titre de l'ISF. Et je fais en sorte que l'argent qui est investi dans l'outil de travail soit sans seuil. Aujourd'hui, il y a un seuil de 25%, sans seuil, non inclus, exclu de l'ISF. Pourquoi je fais ça ? Pour transformer. Parce que là, il y a le journal de midi qui approche. Alors, on transforme l'ISF en obligation d'investissement dans des boîtes qui ne peuvent pas se financer, n'ont pas la taille pour se financer sur les marchés financiers, et qui donc trouvent, à travers les redevables de l'ISF, des investisseurs stables. Finalement, c'est des nouvelles chances. On transforme ce boulet. Aujourd'hui, c'est un boulet parce que ça fait fuir les fortunes. Et on le transforme en chance pour l'économie française. Et pour l'investissement. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h10 face à Jean-Pierre Elkabbach. À tout de suite.